Bonsoir à tous, je me présente Alima Gaye, ingénieure cloud et DevOps chez Biopen IT. L'objectif de cette séance est de faire une présentation de la gestion du trafic dans Istio. Pour ce faire, cette présentation s'articulera autour de ces points. Nous allons d'abord faire un petit rappel sur tout ce qui est architecture monolithique, les microservices, le service mesh, qu'est-ce que c'est? Puis, nous allons faire une introduction à Istio. Qu'est-ce que c'est Istio? Pourquoi Istio? Ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet avec le troisième point. Qu'est-ce que la gestion du trafic? Puis, comment Istio gère le trafic? Nous allons par la suite découvrir quelques notions de gestion du trafic dans Istio, à savoir les virtual services, les gateways, les destination rules et les service entries. Pour finir, nous allons faire une petite ouverture sur les stratégies avancées de déploiement. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le petit rappel sur l'architecture monolithique et les microservices. Au début, les applications étaient petites et simples et ne comportaient que peu d'exigences. Les composants d'une application formaient ainsi une entité indissociable appelée application monolithique. Avec le temps, les exigences et les besoins ont grandi et les applications sont devenues, entre guillemets, plus grosses et plus complexes. Donc, cela ralentit le développement et la vitesse à laquelle nous pouvons tester et déployer nos applications. C'est ça qui a mené alors à l'adoption des microservices qui sont des entités granulaires et légères qui fonctionnent en synergie pour accomplir une tâche tout en étant séparées. Cette approche présente de nombreux avantages que nous avons cités à droite. Donc, il y a l'agilité, l'ajout des fonctionnalités est facile, il y a la diversité de technologies de microservices, il y a la rapidité des tests et des déploiements. Il y a également l'isolement des défauts, car il est facile de détecter les défaillances, l'évolutivité et les microservices sont orientés cloud. Donc, c'est ça qu'on a comme avantage concernant les microservices. Cependant, l'un des aspects les plus importants dans une architecture de microservices est la communication entre ces microservices-là. Ceci peut paraître simple a priori, quand on a 2 ou 3 microservices. Mais dès qu'on se retrouve avec des milliers de microservices, comme c'est le cas pour Amazon et Netflix, la tâche va s'alourdir. Ce qui fait que les microservices présentent un certain nombre d'inconvénients, à savoir la complexité, car en plus de la logique métier, les microservices devront supporter d'autres fonctionnalités. Il y a plus d'échanges réseau liés au nombre important de microservices, des problèmes de performance inhérents à cette charge supplémentaire endossée par les microservices, ce qui est inhérent à la latence du réseau. Il y a également un problème de monitoring, également lié au nombre important de microservices. Quelle serait alors la solution? C'est là que le service mesh vient en entrée. Qu'est-ce qu'un service mesh? Nous allons voir ça avec ces slides-là. Pour être bref, un service mesh désigne un réseau de microservices et les interactions entre ces microservices-là. À chaque microservice est associé un sidecar, comme le montre la figure à droite. Donc, tout le trafic est acheminé à travers ces sidecars-là. Mais qu'est-ce alors un sidecar? Le sidecar sert de médiation pour toutes les communications entrantes et sortantes de chaque microservice. Avec le modèle sidecar, comme on peut le voir sur la figure, on a 2 conteneurs. Le conteneur d'application où sera implémentée la logique métier et le conteneur sidecar qui assurera l'ensemble des tâches de routage du trafic. Ce sidecar permettra entre autres de faire du monitoring et du tracing, c'est-à-dire un suivi des applications. Parmi les avantages du sidecar, nous pouvons citer son indépendance vis-à-vis de l'application principale, car étant dans un conteneur séparé, il y a l'accès aux ressources du microservice lui-même. On peut également augmenter les fonctionnalités
du sidecar. On peut par exemple vouloir affiner les ports et protocoles pouvant être acceptés par le sidecar ou limiter les services que le proxy peut atteindre. Et l'ensemble de ces sidecars-là, comme nous l'avons dit plus tôt, forment le service mesh. Quelles sont alors les solutions de service mesh qui sont disponibles? Nous avons Istio, Linkerd, Zool et tant d'autres, comme vous pouvez le voir. Cependant, force est de remarquer que Istio occupe une place importante. Elle occupe la première place devant tous ses concurrents en se référant sur un classement fait par la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation. De là, nous pouvons faire une introduction à Istio. Istio est une plateforme open source de service mesh. Il permet de contrôler la manière dont les données sont partagées entre les microservices. Parmi les caractéristiques de base de Istio, nous avons la gestion du trafic, la sécurité, l'observabilité et les différentes stratégies de déploiement autant pour moi. Venons-en à son architecture. Nous avons principalement deux grandes parties. Il y a le data plane d'une part, c'est la partie qui est en haut, et le control plane d'autre part. Le data plane est constitué par l'ensemble des proxys intelligents appelés envoy. Le control plane, qui est la partie qui est en bas, est constitué par payload citadel égalé, permet de gérer et de configurer les proxys pour diriger le trafic. Vous vous en doutez sûrement, mais dans cette architecture, le composant qui va nous intéresser le plus, c'est le proxy envoy. Car c'est lui qui sera chargé, comme nous l'avons dit plutôt avec le sidecar, de gérer tout ce qui est communication entre les microservices. Donc ça, c'était l'introduction à Istio. Nous pouvons à présent introduire la notion de gestion du trafic. C'est quoi la gestion du trafic? Donc, pour vous permettre de mieux cerner mes propos, nous allons prendre le cas concret du trafic routier. Puis nous ferons l'analogie avec Istio. Nous avons ici nos automobilistes qui suivent le code de la route. Donc, ils essaient de respecter tout ce qui est feu, les lignes continues, les lignes discontinues, et ainsi de suite. Donc, par analogie à Istio, nos voitures vont représenter les requêtes des microservices. Pas les microservices eux-mêmes, mais les requêtes des microservices. Et le code de la route, d'autre part, va représenter la gestion du trafic. Donc, ce qui nous permet de dire, quand on fait l'analogie à Istio, que la gestion du trafic nous permet de gérer les flux des requêtes de nos microservices. Donc, la gestion du trafic, elle permet de gérer les flux des requêtes de nos microservices. Maintenant, voyons comment Istio gère tout ce qui est trafic. Istio passe par deux notions. Il y a le service discovery et le load balancing. Le service discovery est une découverte des endpoints de chaque microservice. Donc, ces endpoints sont stockés dans le service registry de Istio que le proxy, dont on parlait tout à l'heure, va utiliser pour router le trafic. Et d'autre part, on a le load balancing ou équilibrage de charge. L'ensemble des instances de chaque microservice va constituer ce qu'on appelle un load balancing pool. Et en suivant un modèle de round robin, va affecter les requêtes aux instances tour à tour. Donc, voilà les deux notions sur lesquelles Istio va se baser pour gérer le trafic. Donc, le service discovery et le load balancing. Mais ça paraît simple de se baser sur ces deux notions-là pour gérer tout le trafic. Maintenant, si on veut personnaliser, adapter suivant les besoins de notre architecture de microservices, qu'est-ce que Istio va proposer en plus? C'est là qu'on va présenter les notions-là, à savoir les virtual services, le gateway, les destination rules, les service entries et le sidecar.
Donc, les diapositives qui vont suivre vont présenter plus en détail ces notions-là qui vont nous permettre d'adapter, suivant nos besoins, la gestion du trafic. Avant cela, revenons un peu sur tout ce qui est trafic ingress. Le trafic ingress représente le trafic entrant, le trafic qui arrive vers notre service mesh. Kubernetes, lui, pour gérer ce trafic ingress, utilisait ce qu'on appelle un ingress controller. Istio, quant à lui, va découpler cette fonctionnalité et l'affecter aux virtual services et aux gateways. On va vous expliquer ce que c'est qu'un virtual service et un gateway. Un virtual service ou service virtuel en français spécifie comment les requêtes entrantes sont acheminées vers les microservices de destination. Donc, un service virtuel est un ensemble de règles qui montrent comment acheminer les requêtes vers la destination. Un cas d'utilisation typique serait un routage basé sur un pourcentage. Par exemple, dire que 20% des requêtes vont aller vers telle instance, 80% vers une autre instance. À côté de ces virtual services, nous avons aussi les gateways. Elles sont utilisées pour gérer le trafic entrant et sortant du mesh. Donc, tout ce qui entre dans notre service mesh va passer par le gateway. Les destination rules, quant à elles, sont utilisées pour définir ce qui arrive au trafic une fois à la destination. Donc, par opposition aux virtual services qui montrent le chemin à comment les requêtes seront routées vers la destination, les destination rules, elles sont appliquées une fois à la destination. Donc, que va-t-il arriver à nos requêtes une fois à la destination? Pour résumer toutes ces notions que nous venons de citer, nous pouvons prendre cette image-là. Donc, on a notre gateway qui va définir ce qui va entrer ou non. Donc, on a notre pavillon au fond. Donc, le gateway va montrer ce qui va entrer ou non. Le virtual service va montrer le chemin à suivre. Donc, c'est le virtual service qui va définir la règle. Et enfin, nous avons notre destination rules qui va définir ce qui va arriver une fois que le trafic arrivera au niveau de notre microservice, qui est représenté ici par le pavillon au fond. Donc, voilà le petit résumé pour ces notions que nous venons de citer. Maintenant, mettons-nous dans un autre cas. Supposons qu'on a notre service mesh et qu'on veut joindre un service externe. Et on veut que ce service externe-là soit traité comme tous les autres microservices qui appartiennent à notre service mesh. C'est là qu'on va utiliser les service entries. Elles sont utilisées pour ajouter une nouvelle entrée au service registré de Istio. Elles permettent entre autres de rediriger le trafic donc vers des destinations externes, d'ajouter des stratégies comme les retries, les injections de panne, ajouter une VM au mesh et ajouter un service d'un autre cluster. Donc, un service qui n'appartient pas à notre cluster, mais qu'on veut ajouter au mesh. Donc, c'était cette partie-là qu'on a pour tout ce qui est personnalisation ou adaptation suivant nos besoins de la gestion du trafic. Avec toutes ces notions que nous venons de découvrir, nous avons vu qu'il était possible de configurer Istio de sorte qu'il fasse un routage intelligent basé sur des versions différentes d'une même application. Donc, ce routage intelligent est inhérent aux stratégies avancées de déploiement. Qu'est-ce que stratégie avancée de déploiement? Donc, pour faire simple, c'est en quelque sorte quelque chose qui permet de définir le comportement des différentes versions d'une application en production. Avec Kubernetes, on a principalement deux stratégies de déploiement. Le premier, c'est le rolling update. Donc, si on a une nouvelle instance
avec une nouvelle version, la création et la suppression des instances va se faire de manière séquentielle. C'est-à-dire qu'on va supprimer une instance avec l'ancienne version, créer une autre avec la nouvelle version, ainsi de suite, jusqu'à atteindre le nombre voulu d'instances. Contrairement à la stratégie Recreate, celle-ci est un peu plus brutale. Elle va supprimer toutes les anciennes instances, puis créer les nouvelles. Donc, voici les stratégies de déploiement qu'on a avec Kubernetes. Qu'en est-il d'Istio? Avec Istio, on a le A/B testing. Le A/B testing est une méthode de comparaison entre deux versions pour déterminer celle qui fonctionne le mieux pour un objectif donné, par le biais d'analyse statistique. Un cas d'utilisation serait l'essai de nouvelles fonctionnalités pour une partie des utilisateurs, ou bien le test d'une mise à jour à une échelle réduite avant le déploiement complet. Cette stratégie présente des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on peut avoir plusieurs versions d'une même application qu'on veut tester, le contrôle de la répartition du trafic, donc entre les différentes versions. L'inconvénient principal est que si on a plusieurs tests à faire, les tests seront faits un à un. Donc, c'est ça l'inconvénient principal avec ces stratégies-là. Donc, à côté de cette stratégie, on a la stratégie Canary. Comment fonctionne-t-elle? Cette stratégie peut être considérée comme un cas spécifique de A/B testing. Pourquoi? Parce que le passage entre deux versions se fait de manière progressive, donc par pourcentage, comme nous pouvons le voir avec la figure à gauche. L'objectif est de pouvoir détecter les problèmes avec une nouvelle version avant qu'ils ne dégradent l'expérience des autres utilisateurs. L'avantage de cette stratégie est qu'elle est pratique pour la surveillance des performances et qu'il y a une restauration rapide dans le cas où il y a une défaillance avec la nouvelle version. Donc, voici les avantages de cette stratégie-là. Concernant l'inconvénient, son déploiement est lent. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, par exemple, supposons qu'on est à la première étape, on est 10%. Après avoir déployé ces 10%-là, il y aura des health checks derrière et on va vérifier l'état de santé de cette version-là avant de passer. Donc, c'est ça qui fait que son déploiement est lent. Enfin, nous avons la stratégie Blue-Green. Dans cette stratégie, on a deux environnements configurés de manière identique. Le Blue est l'environnement actif et le Green est l'environnement inactif. Lorsqu'une nouvelle version de l'application est prête, on la déploie sur l'environnement Green pour effectuer les dernières étapes de test. Donc, puis, l'environnement Green devient actif et le Blue devient inactif. Voici comment fonctionne la stratégie Blue-Green. Les avantages, c'est que son implémentation est facile et rapide. Il y a des rollbacks possibles, donc on peut retourner rapidement sur l'ancienne version. Les inconvénients, c'est qu'on a besoin de deux fois plus de ressources parce qu'on a deux environnements configurés de manière identique et il y a une brève coupure quand il s'agit de passer de l'environnement blue à l'environnement green, donc de l'environnement l'environnement qui était inactif à l'environnement actif. Donc, c'est ça qu'il y a comme avantage et inconvénient avec ces stratégies de déploiement. Donc, c'était une brève introduction aux stratégies de déploiement. Vous aurez sûrement l'occasion de découvrir en pratique qu'est-ce que cela va donner avec les webinaires qui vont suivre. Donc, c'était tout pour cette présentation. Je suis à votre entière disposition pour d'éventuelles questions et suggestions. Je vous remercie de votre attention.